Mesdames et messieurs les élus, parlementaires, maires, conseillers régionaux et départementaux, mesdames et messieurs, cher Alexandre Farreau, je suis très heureuse de vous accueillir dans la plus belle région de France, pardon de vous le dire, mais je suis en tout cas très heureuse de vous retrouver, c'est pour moi un vrai plaisir. Je suis très heureuse, au beau milieu de nombreux visages connus, de nombreux visages amis, de vous recevoir à l'hôtel de région, à l'occasion des trophées du trombinoscope, qui sont un bon moment de reconnaissance pour les lauréats et tous ceux qui contribuent à leur côté à la vie de notre région. C'est aussi un beau moment politique, aussi qui nous offre l'occasion de redire ce qu'est la démocratie. Ce qu'est la démocratie locale, à une époque où l'action publique est décriée et où il est devenu parfois si difficile d'exercer un mandat électif. Et je veux penser bien sûr en priorité aux élus attaqués, agressés, aux élus qui paient pour leur engagement civique le tribut intolérable de la violence. Un engagement, et chacun le sait ici, assimilable dans la plupart des cas à un véritable bénévolat, à un véritable sacerdoce républicain, à un véritable don de soi. Je veux penser aussi, et c'est une réalité qui me frappe chaque jour sur le terrain, à ces élus, à ces maires en particulier, qui ont le sentiment d'étouffer, pris dans l'étau des contraintes administratives, pris dans l'étau des exigences toujours plus élevées, toujours plus intransigeantes de leurs administrés. Ce qui concerne nos élus locaux nous concerne tous et doit nous mobiliser. Ce dont il est question, c'est bien de politique au sens noble du terme, de ce mot tellement galvaudé, tellement conspué, de ce mot qui est pourtant un mot essentiel, un mot fondamental, ce mot qu'il faut rétablir, restaurer, mais aussi réinventer. Je veux rappeler ici ce qu'est la politique, profondément, et pourquoi il faut, dans une société libérale et démocratique comme la nôtre, nous inquiéter des atteintes, des blessures dont elle est l'objet. La politique, dans un régime de liberté, c'est la manière dont nous décidons, qui, en notre nom à tous, exerce le pouvoir de délibérer et d'agir au service de toute la communauté. C'est cette fameuse démocratie représentative, ce fameux modèle dont on sait qu'il est imparfait, mais dont on sait aussi qu'il garantit, protège, comme aucun autre, nos libertés individuelles et collectives. C'est ce modèle dont nous sommes à la fois les acteurs et les héritiers. Un modèle qui, si l'on y réfléchit bien, ne va pas de soi, n'a rien de naturel. Un modèle qui implique une réelle adhésion, un véritable consensus, un véritable contrat social, un modèle qui implique qu'on apprenne à l'aimer, à le respecter, à en accepter aussi les faiblesses et les manquements. Et c'est ce consensus, c'est ce contrat qui est aujourd'hui questionné, bousculé, contesté au profit le plus souvent de systèmes politiques plus brutaux, plus radicaux, plus simplistes. Des systèmes qui suscitent, ayons la lucidité de le reconnaître, un pouvoir d'attraction puissant, grandissant et extrêmement dangereux, y compris sur notre jeunesse, et peut-être même d'abord sur notre jeunesse. Mais rien ne sert de pleurer sur le lait renversé, il faut agir. Et agir en partant de nos territoires, de cette proximité qui ne trompe jamais, de ce lien privilégié, sacré avec nos concitoyens. Il faut aussi apprendre à nous réformer, à réformer l'action politique, la façon de l'animer, la façon de lui donner corps, d'y associer nos concitoyens et d'y introduire à nouveau des notions qui passent pour désuètes et qui sont pourtant absolument essentielles. Je pense à l'amour de la liberté, de cette liberté républicaine qui est un chemin exigeant, un chemin qui impose le respect de l'autre, qui impose d'accepter que ma propre liberté est limitée et qu'elle est conditionnée à celle des autres. Je pense aussi évidemment à la nuance, au sens de la nuance. Dans la vie, rien n'est tout noir ou tout blanc. Alors pourquoi la politique, qui est la vie en plus grand, en plus fort, échapperait-elle à cette règle immuable ?
Oui, le monde est complexe. Et il le devient même de plus en plus, et la démocratie doit montrer que le complexe est au cœur de la décision politique, et que sa force, c'est précisément de ne jamais nier la réalité, le réel, et ce qu'il implique de nuances, de mesures et d'équilibre. Je n'ai pas une très longue carrière politique, mais j'observe depuis mes débuts une constance. La démocratie locale, elle souffre, mais elle est mieux considérée que la politique nationale. Elle jouit même d'une certaine bienveillance, d'un certain respect de la part des Français et qui ont parfaitement compris ce qu'implique réellement l'engagement des élus locaux, des maires en particulier. C'est donc à partir des territoires que la démocratie représentative peut retrouver un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Et je crois qu'il faut, en priorité, la libérer des lourdeurs, des pesanteurs qui l'oppressent, qu'il faut réviser en profondeur notre lien avec l'État, avec Paris, avec ce centralisme qui n'a plus de sens dans les mondes qui est le nôtre. Bien sûr, les Français sont attachés à l'État, et à juste titre, mais ils ont parfaitement compris que la pertinence, que l'efficacité d'une décision dépend aussi, sans doute même, d'abord de la proximité avec le terrain, avec la réalité et avec ses aspérités. Au fond, la question démocratique qui est la nôtre est moins, de mon point de vue, celle d'un nouvel acte de décentralisation, qu'une réelle clarification des compétences, qu'une réelle capacité des collectivités à se concentrer sur leurs compétences et à obtenir des résultats concrets, tangibles et vérifiables. Vous le savez, je suis de nature optimiste. Je nie pas la crise de confiance que traverse notre pays et à travers lui nos collectivités, mais je vois partout, tout le temps, dans nos 5 beaux départements, des hommes et des femmes engagés, volontaires, généreux, qui consacrent leur vie, toute leur vie, à faire vivre notre démocratie locale, à porter des territoires, leur espoir, leurs difficultés, leurs forces et leurs faiblesses. Ces hommes et ces femmes sont le creuset de notre République. Ils sont les engagés de la première ligne pour le meilleur et pour le pire. Et c'est de la part du trombinoscope, de la part de cette institution qu'est le trombinoscope, une magnifique démarche que de les honorer, que de les encourager, que de les récompenser pour ce qu'ils incarnent, pour ce qu'ils font, et plus fondamentalement encore pour ce qu'ils sont. Merci de votre attention. Madame la Présidente, chère Christelle, difficile de passer après vous pour vous présenter mon discours. En tout cas, je partage 100% de tout ce que vous avez dit, et c'est une des raisons pour laquelle je suis ici ce soir. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, chers jurys. Madame la Présidente, je tiens à vous remercier très chaleureusement d'avoir immédiatement accepté de nous accueillir au sein du Conseil régional pour cette cérémonie du trombinoscope. Comme vous le savez, depuis plus de 30 ans, le prix du trombinoscope récompense chaque année au Parlement les personnalités politiques nationales dont l'action a été particulièrement remarquée. Ces femmes et ces hommes, par leur engagement, nous rappellent que l'action politique et économique est essentielle et porteuse de sens au service de tous. C'est une reconnaissance trop rare dans la période que nous vivons. Au-delà des polémiques et des affrontements partisans, savoir faire un pas de côté, reconnaître à chacune et chacun, quel que soit son parti, son engagement, est juste essentiel. Ce moment positif crée l'événement chaque année dans les médias, une contribution au combat contre le désintérêt malheureux pour la vie démocratique qui gagne tant de Français. C'est un message important pour nos concitoyens et notre jeunesse dans tous les territoires.
Dans cet esprit, le prix du Trombinoscope célèbre désormais l'engagement et l'action politique dans nos territoires. L'idée est de porter son esprit positif dans chacune de nos régions. Mieux faire connaître et reconnaître les talents politiques et les réussites de toute la France, c'est le symbole fort d'une conviction profonde. Nul ne peut plus résumer la France à Paris. Et nul ne pourra plus résumer le prix du Trombinoscope à un événement politique parisien. Nos régions, nos territoires se sont affirmés comme le cœur vibrant de notre nation, chacun contribuant par sa singularité à la richesse de notre grand pays. Nous avons organisé une première cérémonie du Trombinoscope en Grand Est, et puis dans les Hauts-de-France, et aujourd'hui chez vous. Nous continuerons chaque mois à travers tous nos territoires. Alors, célébrons ce soir l'engagement, l'excellence et la persévérance. Que ce moment soit un rappel de notre responsabilité collective envers l'avenir de notre démocratie et de notre pays. Je souhaite vous dire à quel point je suis heureux de vous voir ce soir à cette belle fête de la politique et à toutes celles qui suivront en région. Avant de laisser la parole au maître des cérémonies et éditeur du Trombinoscope, M. François-Xavier Dalière, je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie, ainsi que nos précieux partenaires qui partagent notre vision et l'engagement politique et de l'importance des territoires. Je remercie les membres du jury qui vont très bientôt nous dévoiler les lauréates et les lauréats que je félicite d'avance. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'organiser ici pour la première fois cette cérémonie dans les Pays de la Loire, région où je suis particulièrement attaché. Ça fait plaisir de voir tant de visages connus et amis. Donc, comment s'est opérée la sélection des lauréats que vous allez découvrir dans un instant? Tout d'abord, un premier jury composé de médias, de personnalités des 5 départements nous ont transmis plusieurs noms par catégorie. Puis un second jury s'est réuni ici même au Conseil régional il y a quelques semaines pour délibérer, sélectionner et choisir les lauréats. Alors, parmi les membres du jury se trouvent donc Laetitia Blanchard du magazine L'Informateur judiciaire, Florence Pagneux de La Croix, Lorraine Triard, correspondante du Figaro à Nantes, Caroline Tronche de TV Vendée, Pascal Brulon de LMTV Sarthe, David Pouillou du Journal des Entreprises et Arnaud Valchic de la lettre API du groupe Ouest France. Bravo et merci à vous 7 d'avoir respecté l'équilibre géographique. En effet, il y a des lauréats de chacun des 5 départements et la parité, ce qui n'est pas toujours facile dans les différentes cérémonies que nous pouvons organiser au Parlement ou dans les territoires. Alors, 7 prix seront décernés ce soir, donc la personnalité politique de l'année des Pays de la Loire, le parlementaire, le conseiller régional, conseiller départemental, les maires, la révélation et le prix spécial du jury. Alors, je tiens à remercier les co-organismes Alcom ainsi que l'Umiplan, CCI Pays de la Loire, le cabinet Mavance, Région de France et l'AMF de s'être associés à cet événement. Et avant de vous dévoiler donc ce palmarès du Grand Prix du Trombinoscope des territoires pour les Pays de la Loire, j'invite Stéphane Denoyer, qui est d'Alcom, qui est partenaire de cette cérémonie, à me rejoindre pour vous présenter en quelques mots leur mission d'accompagnement auprès des collectivités dans un contexte où l'environnement et la santé sont des éléments clés pour nos concitoyens. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les élus, alors on ne m'avait pas dit qu'il fallait faire un discours aussi didactique. Donc je vais effectivement essayer de vous présenter l'éco-organisme Alcom. Vous avez dit, Madame la Présidente, qu'il fallait agir en partant du territoire et être un acteur de la décentralisation, et c'est exactement ce que l'éco-organisme Alcom est. Un éco-organisme, je ne sais pas si vous avez en tête ce que c'est un objet juridique français un peu particulier, qui est une société à but non lucratif, qui est administrée essentiellement et exclusivement par des producteurs, en l'occurrence ici des producteurs de produits du tabac, donc à la fois les cigarettes, mais également les filtres qui sont jetés et achetés et jetés.
Et cet éco-organisme n'a pas le droit de faire de bénéfices. Ça veut dire que l'argent qu'il collecte aujourd'hui doit être utilisé à 100% à destination des collectivités territoriales. Aujourd'hui, l'éco-organisme collecte 65 millions de éco-contribution, qui n'est pas une taxe, qui est une contribution qui est créée par la réglementation européenne et française. Et ces 65 millions d'euros de contribution n'ont qu'un seul objectif, ne doivent être fléchés que vers une seule entité, un seul groupe d'entités, des collectivités territoriales et leurs groupements. Alcom est donc le premier éco-organisme européen qui a été créé dans le droit chemin et dans le droit fil des directives européennes et de cette fameuse loi AGEC, dont sans doute vous avez entendu les uns et les autres parler. Il a été créé donc en 2021, c'était un agrément de l'État, il est donc sous le contrôle de l'État, il est contrôlé par un certain nombre d'administrations, à la fois l'administration de la santé mais également l'administration de l'environnement. Et il doit utiliser ces 65 millions d'euros dans deux objectifs, un double objectif. Le premier objectif, c'est la réduction de 40% des mégots dans l'espace public. Ça passe par la sensibilisation aux gestes de tri, notamment expliquer aux fumeurs qu'on ne doit pas jeter ces mégots n'importe comment, n'importe où. Donc c'est un des premiers objectifs. Et le deuxième objectif, c'est la couverture de 90% de la population française qui doit être couverte et, à travers les collectivités locales et leurs groupements pour bénéficier de subventions. Alors je dis subventions, ça n'est pas réellement des subventions, mais comme vous êtes des élus, vous connaissez bien le mécanisme des subventions inversées, puisque c'est un organisme privé qui verse des sous à une collectivité, aux collectivités territoriales. Ce soutien financier, il a plusieurs objectifs. Un premier objectif, c'est de permettre aux collectivités territoriales d'acheter des cendriers de rue, puisque vous avez tous, lorsque vous êtes maire, des cendriers de rue qui sont installés, du mobilier urbain. Eh bien, sachez qu'Alcom participe à l'achat de ces cendriers. Nous n'intervenons pas dans le choix des cendriers. Vous êtes libre évidemment de choisir le mobilier urbain qui vous importe. En revanche, une participation financière est attribuée à Alcom. Alcom vous accompagne également parce qu'il vous distribue, est en capacité de vous distribuer des petits cendriers de poche que vous pouvez utiliser où vous le souhaitez en vacances. Vous en avez quelques exemplaires sur un stand qui est dans l'entrée. Et puis enfin, Alcom vous accompagne également en vous versant une subvention qui dépend de votre catégorie de communes. Il y a 4 catégories dans l'arrêté d'agrément d'Alcom. Vous avez les communes urbaines denses, les communes rurales, les communes de montagne et les communes normales. Et vous pouvez bénéficier jusqu'à 2,08 € par habitant, suivant le nombre d'habitants. Bref, tout ça pour vous dire qu'Alcom est très content d'être partenaire du Trombinoscope, l'éco-organisme est également ravi de pouvoir accompagner les collectivités territoriales. On a de l'argent, il est pour les collectivités territoriales, donc surtout n'hésitez pas à vous rendre sur le stand les uns les autres pour prendre éventuellement des renseignements, échanger des cartes pour qu'on puisse délivrer un maximum de sommes au service de vos communes et de vos habitants. Voilà. Merci beaucoup. Les premières personnalités distinguées ce soir, ce sont les maires. Ils sont au nombre de 5. Donc chaque département est ainsi représenté. Et je laisse Arnaud Vadjic de la lettre API du groupe Ouest France vous les présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'ai souvent entendu dire dans ma carrière de journaliste que les maires étaient à portée de baffe, et je me souviens de Jean-Claude Ottonini, l'ancien maire d'Angers, qui disait souvent ça, sans doute pour mieux souligner la périlleuse et exigeante proximité de ce mandat avec la population, ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, Christelle Morancé, les engagés de la première ligne, alors qu'il est souvent plus difficile d'identifier un député, un conseiller départemental, voire même un conseiller régional. Tout le monde ou presque connaît son ou sa maire. Alors je vous rassure tout de suite, ce soir ce ne sont pas des baffes, vous êtes venus chercher ici, mais plutôt une distinction pour votre investissement dans une fonction compliquée et souvent ingrate. Ce n'est pas moi qui le dis, une enquête menée par le Cevipof auprès de 6000 maires il y a quelques années témoignait du malaise des élus qui doivent souvent gérer des tâches multiples avec une indemnité faible et l'exigence des citoyens toujours plus forte. Ce soir donc, nous tenons à saluer cet investissement et l'investissement notamment de 5 maires des Pays de la Loire que je vais appeler dans quelques instants et qui viendront me rejoindre successivement. Alors j'appelle tout d'abord Dorothée Paco, si elle peut venir me rejoindre.
Élu en juin 2023 à Saint-Brévin, une commune abritant 13 500 habitants. Vous êtes professeur d'histoire. Vous avez pris la relève de Yannick Morez, confronté, on le sait, aux pressions liées à l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il avait notamment subi l'incendie de ses véhicules devant chez lui. D'ailleurs, la photo avait fait le tour de France dans la presse. Malgré les menaces que vous avez pu vous subir depuis votre élection et après avoir essuyé vous aussi, je crois, des insultes, vous avez su maintenir le calme et la cohésion dans votre ville. Je pense que vous allez nous en parler tout à l'heure, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plutôt eu un retour au calme depuis tous ces événements-là. Je ne sais pas si je donne le diplôme tout de suite ou si j'attends. Voilà, bravo à vous, on peut l'applaudir. Alors, le deuxième maire à être célébré ce soir, c'est Jean-Christophe Roussel, qui a un slogan « Tout est possible » à la Landchal. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec le blason posé fièrement ici devant les photographes. Vous êtes maire de la plus petite commune du Maine-et-Loire avec, je crois, seulement 122 habitants, c'est ça ? 120. Bon, il y en a deux qui sont partis entre-temps. Votre initiative sur les réseaux sociaux pour promouvoir le blason du village a attiré l'attention sur votre commune, la sortant ainsi de l'anonymat. Je crois que c'est la commune dont on a le plus parlé sur Instagram ces derniers mois, me semble-t-il, vous en parlerez tout à l'heure. Un bon buzz, comme on dit, et vous avez également été décoré par le chef d'État de la Légion d'honneur en 2024 pour votre parcours dans la marine. Voilà, bravo à vous, je vais aussi vous donner le... J'appelle ensuite François Blanchet, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il est là. Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, commune de 7600 habitants, c'est ça ? Ah, 7800, bon, je vais remettre à jour mes fiches. Malgré vos multiples responsabilités en tant que président de la communauté d'agglomération, conseiller régional, journaliste, bienvenue cher confrère, rédacteur en chef notamment de Monnaie Magazine, vous consacrez votre temps aux citoyens et vous êtes motivé par un engagement de longue date envers la communauté. Et vous nous expliquerez peut-être tout à l'heure, moi j'ai envie de savoir cette anecdote avec Jacques Chirac en 1999 où vous vous êtes présenté, je crois, à l'Élysée sans avoir de rendez-vous, vous avez pu le rencontrer, ça m'intéresserait d'en entendre parler. François Blanchet, qui également est président d'une association qui s'appelle Les Joyeux Petits Souliers et qui promeut la danse folklorique ukrainienne. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure. Voilà, bravo à vous. Merci. Alors je vais ensuite appeler Philippe Henry, le maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, qui est là. Bon, je vais dire 12 000 habitants, mais je vais me tromper. Ah oui, alors je vais complètement me tromper. Ok, 17 500. Alors vous distinguez en faveur de mesures que vous avez pu prendre dans la commune sur le climat. Vous avez notamment travaillé sur la réouverture d'une ligne ferroviaire ou sur la décarbonation des bâtiments publics, incitant les habitants à utiliser davantage le vélo aussi par rapport à d'autres villes similaires. Un élu qui s'engage à ce niveau-là de la responsabilité politique, un élu local j'entends, autour de la thématique de l'impact climatique et des solutions, c'est assez rare. Donc voilà, bravo à vous. Et le diplôme, mettez là-haut. Merci. Voilà. Enfin, dernier maire à être célébré ce soir, c'est une maire, Fabienne Lebrette-Ménager, maire de Fresnay-sur-Sarthe. Bravo à vous. Une ville de 2000 habitants, mais... Ok, devenue ville et métier d'art en 2023, cette commune dynamique a attiré de nombreux habitants et touristes en peu de temps, et grâce à votre engagement à promouvoir les métiers d'art et le tourisme local, vous êtes, et cela se voit et ça se lit dans les médias également, une élue de terrain qui a à cœur de porter les couleurs de votre territoire. Et je crois que vous vous êtes engagé de manière assez impliquée ces derniers temps contre la désertification médicale également. Peut-être que vous pourrez en dire un mot. Et voilà, ça fait écho à tout ce qu'on a entendu jusqu'ici. Pour conclure, et avant de vous entendre, peut-être chacun à votre tour, je voudrais juste rappeler que cette diversité de profils et d'engagement soulignait l'importance du rôle des maires dans la vie quotidienne de leurs concitoyens. Quel que soit le contexte démographique ou les défis rencontrés, votre engagement va bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, au-delà de l'étiquette politique, qui a tendance parfois, à certains niveaux de la politique, à paralyser l'action de la République. Un grand bravo à vous, à ces 5 maires, à qui nous allons désormais donner la parole. Peut-être on les applaudit collégialement. Et oui, il manque un diplôme. Bravo à vous.
Peut-être on va écouter Dorothée Paco, si vous voulez venir ici à la tribune pour dire quelques mots. Et puis, Bonsoir à toutes et à tous, mais merci beaucoup déjà, merci beaucoup pour ce prix. Alors moi je suis une jeune mère, jeune je mets des guillemets, mais simplement parce qu'effectivement ça va faire dans quelques jours 1 an seulement que je suis élue, mais je sais que quelque part à travers moi ce qui est récompensé ce soir, c'est l'engagement des élus locaux et notamment des maires malgré les difficultés et parfois même effectivement les agressions. Donc moi je suis devenue maire suite à la démission de mon prédécesseur qui a subi une terrible agression qui nous a tous marqués. Je suis élue depuis 10 ans. J'étais donc sa première adjointe et c'est vrai que voilà, il y a eu une très forte émotion au moment quand on se réveille à 5 heures du matin avec les véhicules en feu, la maison qui commence à brûler aussi. C'est quelque chose de très bouleversant pour lui. Et donc voilà. Et ce que je veux dire surtout, c'est qu'il a démissionné, mais il n'a pas renoncé, puisque effectivement, il a été insulté, agressé suite au au projet de déplacement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile qu'on avait déjà sur la commune. Il a toujours porté ce projet. À un moment donné, quand vraiment sa vie personnelle est atteinte à ce point, on ne peut pas rester. Mais malgré tout, il savait qu'il y avait une équipe derrière. Et d'ailleurs, il a continué d'être présent à nos côtés. Donc voilà, il a certes démissionné, mais il n'a pas renoncé. Le centre d'accueil a ouvert ses portes fin décembre. Et ça se passe extrêmement bien. Pour moi, ça a été une prise de fonction compliquée. C'est pas facile quand il y a des insultes, oui, mais aussi des menaces de mort. C'est pas facile d'être sous protection policière pendant 4 mois et demi. C'est pas un début de mandat classique. Mais malgré tout, en fait, je savais que j'étais pas seule, qu'il y avait une équipe derrière moi et qu'il y avait aussi toute la population qui n'était pas non plus divisée comme parfois j'ai pu l'entendre, qui était au contraire très soutenante. Et donc voilà. Et puis la chose que je voudrais dire aussi, c'est que toute cette histoire qu'il y a eu avec mon prédécesseur et toute cette mise en lumière des agressions, ça pourrait vouloir dire que c'est très compliqué d'être maire. Alors oui, c'est compliqué d'être maire, mais c'est avant tout passionnant. Et moi, c'est ça que je veux dire. Parce que je suis inquiète pour l'avenir, de savoir est-ce qu'il y aura encore d'autres gens à vouloir s'engager, des jeunes notamment. Moi, j'ai 3 grands-enfants, 2 jeunes filles majeures notamment. Et je trouve que c'est extrêmement important parce que c'est un engagement fabuleux quand on s'engage pour l'intérêt général, au service des autres. C'est extrêmement enrichissant pour soi. Et pour tout le monde, c'est beaucoup de rencontres. Et donc, voilà. Donc, j'espère surtout que ce soit ce message-là qui ressorte. La passion de l'engagement et que c'est vraiment extrêmement bien pour tout le monde. Voilà. Merci. merci Madame la maire. Jean-Christophe Roussel. Bien, donc c'est pas un exercice coutumier pour moi. Je suis vraiment très ravi et honoré de me retrouver ici, d'autant que je suis né à Nantes. Donc c'est un hasard de circonstances. Je voudrais tout d'abord remercier bien entendu le jury et le Trombinoscope pour cet honneur fait et également aux habitants de la Landchal qui m'ont élu en 2001. Puis les membres du conseil municipal qui m'ont élu en maire en 2014 et renouvelé en 2020. Dont 2 sont venus avec moi, Raymond Mignot et Jean-Luc Deschamps. Un travail collectif pour une commune de 120 habitants, donc la Landchal, petite par la taille, mais un peu geek sur les bords. Donc on est la commune la plus performante de France sur Instagram depuis janvier 2023, ce qui pour nous est quelque chose de complètement incroyable, puisqu'on a plus de 3200 abonnés sur Facebook alors qu'on n'est que 120 habitants. Et de l'autre, on a aussi notre histoire incroyable de blason qui a fait le tour du monde, puisqu'aujourd'hui on est à plus de 3600 photos et on a tous les pays sauf la Corée du Nord. Alors on ne cherche pas la Corée du Nord parce que c'est pas très communicant comme pays, mais toujours est-il qu'on devrait recevoir prochainement un diplôme au Guinness Book du blason communal le plus diffusé dans le monde. Comme quoi tout peut arriver et ça coûte 0 € à la collectivité puisque c'est que du réseau social. On parle beaucoup du mauvais côté des réseaux, mais je peux vous dire que quand on l'utilise à bon escient comme de nombreux maires, ça nous permet de rayonner à moindre coût. De l'autre côté, on a aussi les pieds un peu sur terre quand même, puisqu'on est une commune avec 0 € d'endettement depuis plus de 20 ans. Et on est la première commune de la région Pays de la Loire à énergie positive en photovoltaïque depuis février 2022, avec notamment l'appui de la région, qui avait participé à 20% au financement de cette installation sur le toit de notre salle communale. Je voudrais finir mes propos
à remercier également mes parents et ma famille, parce que automatiquement, les maires sont souvent pris par leur passion et l'envie de servir les autres et au détriment de notre famille. Cela dit, depuis le début de l'année, je suis gâté dans tous les sens du terme, puisque j'ai la joie d'être grand-père, double grand-père depuis le mois dernier, puisque j'ai 2 garçons qui ont fait 2 garçons. Donc la suite continue. Voilà, grand merci à tous. Dernier message, il nous manque une photo pour finir notre défi du blason. C'est dans la Station Spatiale Internationale, donc si vous croisez Sophie Adno, n'hésitez pas à lui en toucher un mot. Merci à vous. Merci Monsieur le maire. Encore mieux qu'à la cérémonie des Césars. Hein. François Blanchet. Bien, bonsoir à toutes et tous. Je voulais bien sûr saluer la présidente de région, vous saluer toutes et tous, remercier le Trombinoscope, remercier le jury, et puis vous dire que je suis très heureux et très fier. Alors je voulais bien sûr dédier ce trophée à toute l'équipe, puisque le maire tout seul ne fait pas grand-chose. Donc je voulais le dédier à mes élus qui m'accompagnent depuis 2014, et puis aux agents de la collectivité aussi, puisque encore une fois les politiques sans les agents ne font pas grand-chose. Donc je voulais leur dédier ce trophée. Vous dire que effectivement ça vient récompenser et saluer l'engagement de toute une équipe. On a nous la particularité sur le littoral vendéen, Saint-Gilles-Croix-de-Vie est un port de pêche et station balnéaire de 8000 habitants l'hiver et de 80 000 habitants l'été. Donc on a cette particularité qui est relativement complexe à gérer. Et puis vous dire effectivement que depuis que moi j'ai été élu maire et que je me suis engagé, en fait j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas l'impression d'aller travailler le matin. Et puis c'est vrai que c'est un engagement de tous les moments, mais quel bel engagement. Quel bel engagement, et je ne peux qu'encourager les jeunes, on en a dans nos conseils municipaux, des jeunes à suivre cette voie et à s'engager sur ce chemin. Je pense qu'à l'heure où on détricote la politique, Christelle Morancel disait tout à l'heure, les élus de terrain sont encore ancrés dans la terre. Éric Orsena disait que les maires réparent les vivants et sont les créateurs du possible. Et c'est vrai qu'en fait, notre service, il est tout simplement celui de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on est là pour essayer de faire en sorte que nos concitoyens vivent heureux dans nos villes. Alors, c'est très basique, mais c'est la mission première qui nous a été confiée. Alors certes, il faut résoudre les petits problèmes des uns et des autres. C'est pas toujours facile. Il faut savoir dire non, ce qui n'est pas toujours simple non plus. Mais c'est vraiment cet engagement qu'en tout cas, moi, j'essaie de porter. Jacques Chirac, dont vous avez parlé tout à l'heure et qui était... un de mes mentors disait que la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et je pense que notre mission, elle est là, c'est de faire évoluer nos communes et d'essayer de faire en sorte que ce qu'on souhaite pour nos concitoyens, on puisse le rendre possible. Il y a des fois c'est facile, d'autres fois ça l'est moins. Mais en tout cas, je pense qu'on fait ça toutes et tous parce que on est passionné, parce qu'on a cette passion chevillée au corps. Moi, j'ai un métier. Mes enfants savent que maire, c'est une fonction. C'est pas mon métier, c'est ma fonction. On l'exerce quelques années de notre vie. Mais quelle est belle cette fonction et quel honneur de pouvoir l'exercer. Merci à toutes et tous. Merci Monsieur le maire. Philippe Henry. Juste un petit mot pour vous remercier effectivement de cette récompense, remercier le Trombinoscope d'être venu en région parce que ça fait aussi plaisir de voir qu'effectivement dans ces grands changements qui sont portés par les territoires, vous puissiez avoir une petite attention pour celles et ceux qui au quotidien effectivement participent à ces grands changements et je suis très honoré d'être ici avec vous, au même titre que ce qui vient d'être dit. Je remercie moi les équipes qui m'accompagnent depuis 2001, depuis maintenant 4 mandats, mes équipes élues, mes équipes administratives et techniques parce que c'est grâce à elles aujourd'hui, s'il y a des maîtres d'œuvre dans les territoires, il y a aussi des artisans qui rendent possible aujourd'hui l'ensemble de nos politiques publiques et donc je voulais les associer à cela. Vous l'avez dit tout à l'heure et je crois que quand on s'engage en politique, il y a une quinzaine d'années déjà, la question effectivement c'était de savoir comment on pouvait assurer notre transition écologique dans nos territoires. Et dans les premières reconnaissances, c'était de montrer qu'effectivement dans nos mobilités, il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait corriger. Dans nos bâtiments publics, il y avait des bâtiments qui étaient énergivores et qui étaient même d'ailleurs pour certains très perméables aujourd'hui au froid. Et le territoire
territoire s'est engagé depuis très très longtemps sur tous ces sujets-là, autant sur la question de la mobilité. C'est vrai qu'on a souhaité développer le transport combiné. Avec le maire de Laval, on a des sujets en commun, mais le premier train revient demain à Château-Gontier, puisque le premier train fret va réutiliser la voie qui vient d'être entièrement réhabilitée. On s'est engagé beaucoup sur les questions de mobilité, notamment sur la mobilité décarbonée avec l'utilisation du bio-GNV, où on a été les premiers à ouvrir en Mayenne une station biogaz. Et on a aujourd'hui un travail qui s'est fait sur les pistes cyclables, qui ont été rendues possibles grâce à la création de 2 rocades, je le dis, parce que l'écologie, c'est pas non plus l'opposition des routes par rapport aux pistes cyclables, mais c'est parce que, justement, on est en capacité de sortir la situation de transit de la ville, qu'on a pu réhabiliter le vélo en ville, et avec aujourd'hui des pistes cyclables qui sont dédiées, sécurisées, et qui permettent des cheminements totalement sécurisés pour l'ensemble des populations. C'est un travail de fond aussi qui s'est fait sur l'ensemble du patrimoine, entre ce qu'on a pu réhabiliter, ce qu'on est en train de réhabiliter fortement depuis plus de 10 ans, tout ce qu'on est en train aussi de déconstruire pour reconstruire. D'ici une dizaine d'années, je pense que l'intégralité du patrimoine aura été refaite sur les territoires, et des engagements qui ont été portés aussi sur la transition énergétique autour de la filière bois, autour de la filière photovoltaïque, autour de la filière éolienne, puisque ça y est, le parc va enfin sortir après 10 ans. Et c'était juste pour dire que Christelle a parlé tout à l'heure de confiance. La confiance qui aujourd'hui s'est établie entre un élu local et sa population. La confiance aujourd'hui, elle se construit au quotidien et elle s'est construite par l'action et les réalisations. C'est-à-dire que si on a gardé cette crédibilité sur les territoires, c'est parce qu'on a effectivement montré que ce qu'on faisait était cohérent, avait du sens et permettait effectivement de nous emmener plus loin. Et c'est la chance des mandats locaux, contrairement aux grands mandats nationaux, c'est de pouvoir aujourd'hui être sur un temps plus long. Parce que le temps de l'action publique, il a besoin effectivement de temps beaucoup plus long que parfois la question de l'immédiateté. Et c'est grâce effectivement à ce temps long que nos électeurs nous ont donné qu'on a pu aujourd'hui rendre cohérent une vision politique. Je dis aujourd'hui que cette vision, elle s'est imprimée dans le territoire parce que ça fait 20 ans qu'on la travaille, ça fait 20 ans aujourd'hui qu'on la met en œuvre. Donc moi, je voulais remercier in fine l'ensemble de mes concitoyens qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Merci Monsieur le maire. Fabienne Lebret-Ménager, pour conclure. Merci aux équipes du Trombinoscope. Merci à Christelle Morancet de nous accueillir ici dans ce bel hôtel de région. Alors, c'est pas facile d'être la dernière, vous avez tout dit. Alors, comment doit-on le prendre ? Est-ce que c'est finalement, ce diplôme est décerné pour l'ensemble de la carrière et pour dire bravo, c'est fait ? Ou alors, on se dit, peut-être qu'on peut continuer encore, voilà, pour un encouragement. Alors, on ne sait pas trop, mais on verra, chacun va réfléchir ici. En tout cas, c'est vrai que c'est un beau prix, merci. Moi, je voulais le décerner aussi à tous les maires de la Sarthe, parce qu'on n'est pas plus meilleurs les uns que les autres. On a tous une fonction un peu compliquée, les uns les autres l'ont rappelé. Je crois que c'est le mandat le plus difficile qu'on ait eu à avoir, en tout cas. Difficile parce qu'on a vécu aussi des moments très compliqués avec le Covid. On a démarré avec ça. On l'oublie aujourd'hui, mais on a démarré avec ça. C'est-à-dire qu'on a été finalement, on a été le président de la République, le préfet, des territoires, puisqu'on était là au service de nos concitoyens et on était en première ligne. Donc ça, je crois que c'est important. Moi, c'est ce que je garderai comme souvenir de ce mandat, en tout cas, cette prise de conscience que les difficultés peuvent arriver même dans les territoires ruraux. Je voulais remercier également parce qu'il n'y a pas que Paris dans la vie. Et voilà, merci en tout cas d'être là en région parce que on le voit avec notre collègue maire d'un village de 120 habitants. On le voit aussi avec les uns et les autres qui ont des communes plus importantes. Mais je crois que c'est important aussi de décerner des prix aux élus locaux qui ont envie de montrer la richesse des territoires. Moi, je me suis engagée sur l'art. Je me suis engagée sur l'intelligence de la main. C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on a longtemps galvaudé les métiers de la main, les métiers manuels. Et moi, je me suis engagée dans cette catégorie-là avec les métiers d'art. Et donc, on a eu l'année dernière un prix qui est donc le label des villes et métiers d'art. À côté de Troyes, à côté d'Alençon, à côté de Nevers, à côté de grandes villes, on a réussi à développer ce partenariat avec les artisans d'art. On a eu 12 artisans d'art qui sont venus dans notre commune en l'espace de quelques mois. Et on a ouvert 34 boutiques depuis que je suis maire, donc depuis 2014. Voilà. Donc ça veut dire que rien n'est perdu, que si on y croit, on peut y aller. Maintenant, il faut des partenaires. Je remercie la région parce que la région est également un partenaire de nos communes, le département aussi, le département de la Sarthe, l'État, bien évidemment. Sans ça, on ne ferait rien. J'ai également compris que j'ai encore des sous à aller chercher chez Alcom. Donc, je vais m'engager, en tout cas, vers ce... Exactement, j'irai vous voir tout à l'heure. Et je voulais évidemment remercier mon mari.
Alors, mon mari est artiste peintre, donc il reste en règle générale dans son atelier. Là, il a accepté de venir ce soir et je suis très heureuse qu'il soit là. Il est tout timide. Et je voulais le remercier du fond du cœur parce que c'est 23 ans d'engagement. C'est pas évident. Moi, je suis en politique depuis l'âge de 16 ans, depuis 1977, avec Jacques Chirac. Voilà. Et je suis très fière, en tout cas, d'être parmi ces élus qui ne cachent pas leur engagement politique. Voilà. Après, je crois qu'on est les uns et les autres fiers, en tout cas, de nos engagements, fiers de nos valeurs et de nos convictions, et qu'il faut vraiment que les jeunes ne se cachent pas derrière leurs petits doigts. Il faut montrer ce qu'on est capable de faire, et les partis politiques ont encore longue vie devant eux. Merci à tous. Merci à tous les 5. Alors, je vous promets que l'année prochaine, je réviserai les chiffres de l'INSEE, quand même, parce que... Est-ce que vous pouvez juste vous avancer pour la photo? Je crois qu'il y a une photo qui va être faite ici. Voilà. Puis, Alors, Florence Pagneux de Lacroix va maintenant remettre le prix de la révélation de l'année des Pays de la Loire à un jeune élu. Bonsoir. Alors, donc pour la révélation de l'année dans les Pays de la Loire, le jury s'est encore prononcé en faveur d'un maire. Vous allez deviner au fur et à mesure. Son signe particulier, sa jeunesse. Il a aujourd'hui 34 ans et en 2020, lors de son élection à 30 ans tout rond, il était le plus jeune maire d'une ville de plus de 30 000 habitants et le plus jeune président d'une agglomération. Son signe distinctif, s'il se réclame de la social écologie ou de l'écologie sociale, il n'est adhérent dans aucun parti politique. Sa trajectoire, c'est d'abord celle d'un jeune chef d'entreprise du numérique, diplômé de Sciences Po, Paris et d'HEC. Mais ce fils d'un journaliste et d'une éducatrice spécialisée, qui lui ont sans doute donné un certain regard sur le monde, a fait le choix de venir construire sa vie à Laval, dont il est originaire. La première fois que j'ai fait la connaissance de Florian Berco, c'était pour en faire le portrait dans la Croix, en 2020. Et je me souviens avoir été très fière de mon titre. J'avais titré « Bientôt père et déjà mère ». Eh bien, nous sommes en juin 2024. Florian Berco est toujours maire et doublement père. Et notons qu'à chacune de ses naissances, l'édile a pris son congé paternité. Mais pas le temps de s'attendrir, car dès sa prise de fonction, Florian Berco a connu un grand nombre de crises successives, la virulence du Covid en Mayenne, l'arrivée des réfugiés ukrainiens, les émeutes urbaines l'an dernier ou plus récemment des alertes à la bombe récurrentes. Son enthousiasme pour la chose publique est pourtant intact. Ce qu'il souhaite, adapter la ville au changement climatique, faire plus pour ceux qui ont moins, soutenir le développement économique et culturel, et enfin redonner foi en l'action publique locale. Un sacré défi en ces temps incertains où les maires, on l'a dit, sont à portée de toutes les colères. Et je vous invite d'ailleurs à suivre de près la démarche de participation citoyenne qui est en cours dans la ville de Laval. 50 habitants ont été tirés au sort pour réfléchir à comment améliorer la vie quotidienne dans les quartiers populaires un an après les émeutes. Et les propositions sont attendues à la fin du mois de juin. Alors pour toutes ces raisons, monsieur le maire, nous vous avons choisi comme la révélation politique de l'année. Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, merci de nous accueillir dans cet hémicycle. Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver dans cet hôtel de région où j'ai commencé mon stage de 3e à l'époque. Finalement, à tous ceux qui sont en stage actuellement dans cette belle hémicycle, peut-être que c'est un signe de l'intérêt pour la chose publique. Que vous dire, parce que beaucoup de choses ont été dites, que ce prix, effectivement, il vient récompenser, comme l'ont dit mes collègues, un travail collectif, finalement. Puisque gérer une ville, c'est gérer des parties prenantes. D'abord une équipe municipale, c'est gérer évidemment des agents de la collectivité, et puis tous ceux qui font le dynamisme de nos villes, les entreprises, les associations, les engagés. Et ils sont nombreux dans nos villes. Ils font la force de nos territoires, comme Laval, ville moyenne. Je vous rappelle que la moitié de nos habitants vivent dans les villes moyennes, les villes à taille humaine de 10 000 à 100 000 habitants. Et finalement, ce prix, on peut les dédier à tous ceux qui s'engagent et qui souhaitent vivre dans ces villes. Alors c'est vrai que démarrer sa carrière politique, ou sa vie politique, ou son engagement politique, sans avoir aucune expérience politique, c'est assez cocasse.
Je remercie les Lavallois d'avoir fait ce choix audacieux. J'espère qu'au bout de 4 ans de mandat, ils sont pas déçus. Mais quelle expérience! C'est vrai que la réalité d'élu, c'est assez extraordinaire. C'est vivre des crises à répétition. Moi, j'ai démarré quelques jours après mon élection. J'ai eu une quinzaine de journalistes nationaux. J'ai dû faire une dizaine de plateaux télé, France 2, TF1. Je ne pensais pas un jour devoir faire ça pour expliquer ce qu'on était en train d'inventer à Laval, l'innovation sanitaire, pour répondre à cette crise du Covid. On était le premier centre de dépistage massif en France, donc accueilli à Laval. Et puis s'est enchaîné énormément de choses, les projets à mener évidemment de transformation qui sont nécessaires pour nos populations, le grand défi du réchauffement climatique, le grand défi de la cohésion sociale évidemment, et puis toutes ces petites difficultés du parcours, 550 alertes à la bombe en quelques mois à Laval, ça n'a pas fait forcément la une de l'actualité, c'était pas souhaité, mais quand vous annulez le plus gros événement de votre ville, vous avez entendu 25 000 habitants pour les Lumières de Laval, c'est vrai que ça fait un choc, tout comme vous vous êtes réveillé en pleine nuit avec 2 enfants à charge pour aller gérer des émeutes urbaines au même moment que les grandes sœurs Rennes et Nantes, qui l'eût cru, et pourtant c'est bien des réalités dans lesquelles on est, face à beaucoup de contradictions, beaucoup de citoyens qui demandent beaucoup, qui sont en attente d'énormément de choses, et finalement de moins en moins de personnes à vouloir s'engager. Et je crois que la politique aujourd'hui, c'est bien plus que signer des pétitions ou manifester en ville, c'est évidemment se confronter au réel, se confronter à ces contradictions, essayer de trouver le chemin des solutions. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire à Laval depuis que je suis élu, d'être un élu force de proposition, à se réinterroger, à se questionner. Et à chaque crise qu'on peut vivre, à chaque émotion qu'on peut vivre, évidemment, c'est des solutions et cette volonté de craquer le système. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec cette convention citoyenne pour les quartiers populaires, avec une grande majorité d'hommes et de femmes qui n'étaient jamais rentrés dans l'hôtel de ville, qui vont répondre à cette question: comment améliorer la vie dans les quartiers populaires pour choisir sa vie, pour réussir sa vie. Et je suis assez heureux, j'espère que fin juin, les résultats seront à la hauteur des attentes, même si j'attends pas la solution miracle évidemment, mais j'attends une mobilisation générale à l'image de ce que Jean-Louis Borloo a pu faire avec l'ANRU, c'est-à-dire des parties prenantes engagées, l'État évidemment, les parties prenantes, le bloc local, pour trouver des solutions à nos administrés. Et puis ce prix, ça a été dit, j'en profite, je fais comme les autres à Cannes, remercier ma famille, effectivement, qui est très engagée. J'ai démarré la campagne électorale, le premier article était du Courrier de la Mayenne, Florian Bercot, le mari de Flora Gruot, puisque ma femme était engagée en politique avant moi. Et donc je la dédie aussi à toutes ces femmes qui s'engagent en politique dans un monde qui n'est pas toujours facile, puisque la politique c'est un rapport de force d'idées. On doit convaincre les non convaincus, et c'est l'art de la priorisation évidemment. Et puis j'ai quelques membres de ma famille qui m'accompagnent ce soir, donc je les remercie. Effectivement, j'ai un père journaliste qui a œuvré dans cette très belle région des Pays de la Loire, donc je les remercie toutes et tous. Donc bravo à tous ceux qui s'engagent dans la vie politique. Ayez foi en l'avenir, évidemment, on la transforme, qu'on soit jeune ou moins jeune, tant qu'il y a de l'envie et de l'énergie. Et je vais finir par une citation d'Henri Bergson qui disait: l'idée de l'avenir est plus féconde que l'avenir lui-même. Donc ayons foi en l'avenir, le meilleur est à venir. Merci à toutes et à tous. Le prix du conseiller départemental de l'année va être remis à un président de l'un des 5 départements des Pays de la Loire. Il va être remis par Caroline Tronche de TV Vendée. Caroline, vous allez pouvoir remettre le prix du conseiller départemental de l'année des Pays de la Loire. Alors c'est un honneur, évidemment, parce que non, les journalistes ne parlent pas que des trains qui arrivent en retard. Une de nos missions, c'est aussi de faire connaître votre travail sur le terrain, parfois de l'expliquer à ceux qui nous lisent, qui nous écoutent ou qui nous regardent. En tout cas pour moi. Alors pour résumer, ce conseiller départemental de l'année, c'est quand même un exercice d'équilibriste, parce que c'est Alain Leboeuf, président du conseil départemental de la Vendée, et donc un petit peu mon patron, aux 2/3, pour être précise. Alors parce que je reste avant tout journaliste, et pour rassurer aussi mon directeur général qui n'a pas lu les quelques lignes que je suis en train de vous lire, je me suis contentée de faire ce que je savais faire le mieux, poser des questions. Pour vous, que représente Alain Leboeuf?
Artistes, sportifs, bénévoles, habitants du Bocage ou encore du littoral vendéen, ils ont accepté de me répondre. Et donc voilà leur réponse. J'ai croisé Monsieur Leboeuf lors de l'exposition Les Arts pour la vie. J'en retiens nos échanges face au combat de la maladie, le cancer en l'occurrence, son soutien sans faille pour chaque famille vendéenne qui traverse cette épreuve. Et ces mots, je serai présent si vous en avez besoin. Je connais Alain Leboeuf depuis plusieurs années, je l'apprécie pour sa simplicité, il est très abordable, un gars de chez nous. Cela démontre aussi sa qualité d'écoute et sa volonté de servir ceux qui l'entourent. Et il connaît bien ses dossiers. Il est direct, va droit au but, il adopte le trait d'humour qui détend juste au moment où il le faut l'atmosphère. C'est manifestement quelqu'un qui aime son département de la Vendée. Et puis une demande aussi dans les réponses que j'ai pu recevoir. Alain Leboeuf, ne changez rien de votre sourire accompagné de ce petit clin d'œil. Alors, mesdames et messieurs, c'est une journée un petit peu enflammée pour nous ce 4 juin, aujourd'hui, dans notre département. Et Alain Leboeuf est actuellement au Sables d'Olonne, en tout cas aux dernières nouvelles, il l'était, pour accompagner jusqu'au bout la flamme olympique. Ce qui n'empêche pas d'être très honoré, évidemment, de remettre aujourd'hui le premier prix de conseiller départemental de l'année des Pays de la Loire de ce palmarès du trombinoscope des territoires, vous l'avez donc compris, Alain Leboeuf. Et donc, je crois que la technologie fait que nous l'avons en vidéo. Vraiment désolé de ne pouvoir être avec vous en cette soirée du passage de la flamme olympique en Vendée. Je suis vraiment très honoré de cette reconnaissance que vous m'offrez aujourd'hui. Mon engagement politique est simplement un engagement de service. Je suis heureux de servir la Vendée, de servir nos concitoyens, de servir un département très engagé où beaucoup d'autres à côté de moi le sont aussi. Alors, merci. Et j'ai envie de dire merci du fond de mon double cœur de Vendéen. Vraiment désolé de ne pouvoir être avec vous. Pascal Brulon de LMTV Sarthe va vous présenter le conseiller régional des Pays de la Loire. Alors comment présenter ce conseiller régional j'allais dire en général, quand quelqu'un sort de l'ordinaire, on dit qu'il est un peu atypique. Moi, je dirais qu'il est un peu décalé, probablement. Décalé parce que, d'un côté, c'est un fort soutien du milieu caritatif, et de l'autre côté, c'est aussi un fort soutien de l'entreprise. Et en général, ce ne sont pas des choses qui sont communément associées. Et à tort, il nous le prouve tous les jours. Alors, comment en est-il arrivé là? Peut-être cela s'explique-t-il par son passé. Il est des jeunes de la cité des 4000 à la Courneuve, où il a passé son enfance. Puis il a continué gentiment, un bac pro, technologique. Puis il a commencé une carrière, comme tout le monde, classique, de l'encadrement dans les entreprises. Et tout à coup, un pépin, un passage à vide, je le cite, et c'est la vie de la rue. Pendant quelques jours ou quelques semaines, il pourra peut-être nous le repréciser. Arrivé la trentaine, 33 ans, l'âge du Christ pour être précis. Et ça a été probablement pour lui un déclic, puisque ensuite, il a rebondi, il a su rebondir pour accompagner des dirigeants d'entreprises dans leur développement, des petites, des grosses entreprises. Évidemment, naturellement, il est allé vers le MEDEF, mais la particularité, c'est qu'à côté,
il allait aussi plutôt vers le centre communal d'action sociale et vers l'épicerie solidaire pour apporter ses compétences et ses conseils. Et puis en 2016, peut-être un événement fondateur, en 2016, au MM Arena au Mans, gros stade de foot, il crée avec des jeunes sartois un immense repas solidaire qui connaît un succès monstre. Et depuis, il n'arrête pas d'enchaîner les actions caritatives, de s'associer à des jolies associations, un regard, un sourire, un toit. Aujourd'hui, particulièrement actif dans les bureaux du cœur qui, en France, sont reconnus. Et depuis 2023, il est même ambassadeur de Tarmac IMO. Bref, vous l'avez compris, chevillé au cœur, il a la passion de soutenir, aider, accompagner, notamment ses frangins de la rue, en tout cas il les appelle comme ça, qu'il continue à fréquenter. Je le sais, parce que j'ai des espions, le dimanche soir, au moment de la distribution des repas dans la rue. Mais à côté, son cheval de bataille, c'est évidemment le développement économique et notamment l'accompagnement des jeunes. Essayer de leur trouver des solutions pour l'emploi notamment, et pour ce faire, il s'engage à la mission locale dont il est vice-président, le Club FAS également. Peut-être qu'il se dit, pour aller plus loin, il faut aussi s'engager en politique, donc il va dans une équipe municipale et un jour, on lui propose le conseil régional, où il est aujourd'hui le vice-président délégué à la formation et à l'emploi. Bref, Jean-Luc Catanzaro, puisqu'il s'agit de lui, est actif, très actif. Alors actif, quelqu'un a cité les réseaux sociaux et leur importance tout à l'heure, et il l'est effectivement. C'est étonnant de suivre Jean-Luc Catanzaro sur les réseaux sociaux, parce qu'on se rend compte tout à coup que il y a de multiples initiatives partout, parce que lui-même est partout. Il suit toutes les manifestations, toutes les inaugurations que soutient la région, et ça permet de découvrir que des initiatives, il y en a véritablement partout, dans beaucoup d'entreprises notamment. Et là où il excelle, c'est dans ses talents de go-between. C'est un parfait intermédiaire qui sait mettre comment dirais-je, en contact les jeunes et les moins jeunes, les sachants et les pas sachants, etc., etc. Bref, tout à l'heure, vous parliez, Christelle Morancet, de l'engagement et de l'importance de l'engagement des élus locaux. Eh bien, c'est probablement, effectivement, à travers son exemple, l'exemple d'un engagement politique dont l'étiquette n'est pas très présente, à vrai dire, mais qui est d'une grande efficacité. Jean-Luc Catanzaro, on va pouvoir vous remettre, je ne sais pas où il est, le diplôme. Bon, bientôt. Il était sur ma table, je n'avais pas compris. Voilà. Quelques mots. Je suis un peu ému, je ne vous le cache pas. D'abord, je vais vous l'avouer, on avait reçu un petit mail il y a quelque temps quand même pour nous dire je croyais que c'était de la pub. Hein, vous aussi? Alors j'ai appelé Delphine Huguillon, j'ai dit c'est combien? C'est quoi? Elle a dit non, vous avez été élu. Ah bon? Par qui? Comment? J'ai postulé à rien, enfin bref. Et elle m'explique, donc première étape, surprise, deuxième étape ce soir, émotion, je ne vous le cache pas, merci Pascal pour ces mots, merci au Trombinoscope, merci évidemment à l'ensemble de vos équipes, et puis merci aux journalistes de m'avoir fait cet honneur. Je vais pas être très original, je vais dire 2-3 merci, je vais déjà remercier mes parents, sans qui je serais pas là, déjà. Je vais remercier ma femme qui supporte mes absences et souvent mes présences aussi.
Je regarde mon fils qui est là. J'ai 5 enfants, 4 petits-enfants. Mon loulou, toi aussi, voilà. Donc tu supportes mes absences et mes présences. J'ai envie de partager ce magnifique objet avec l'ensemble de l'équipe qui a su constituer, chère présidente, chère Christelle, que tu as su constituer l'ensemble de l'équipe, évidemment, des conseillers régionaux, diverses, qui viennent de différents horizons, avec de l'expérience politique, avec moins, ou avec pas, comme moi, et avec un accueil vraiment remarquable. Et j'ai envie de le partager avec vous, parce que vous portez, enfin c'est ce que j'ai ressenti, hein. Alors la chance quand on est nouvel élu, c'est qu'on peut se permettre même de dire des choses qui ne sont pas forcément toujours très précises. Vous êtes chevillés au corps, apporteurs de solutions pour vos territoires. C'est ce que je ressens à chaque fois que je vous croise, et ça c'est vraiment formidable. Je voudrais remercier les services aussi de la région, parce que sans qui ce serait un peu plus compliqué, donc merci à eux. Et puis je voudrais remercier Christelle Morancet. Je voudrais te remercier, chère Christelle, d'abord pour m'avoir fait confiance, et puis pour 2 choses importantes. La première, c'est que quand je suis arrivé, je me suis dit on va gérer la région, quoi. On va gérer une région, moi j'y connaissais rien, et en fait Christelle Morancet ne veut pas bien gérer la région, elle veut la transformer. Parce qu'on est dans des périodes de transformation, et on pourrait se dire on va faire les choses bien. Non, on va les transformer, on va créer les conditions à ce que l'avenir soit plus beau et qu'il existe dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, les 3 priorités, hein, emploi, jeunesse et transition écologique, si je les mets dans un checker, peut-être que j'en sortirai le mois à venir, et c'est ce que tu essayes avec toute l'équipe, et l'ensemble, évidemment, de ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure sur l'ensemble des élus. Vous êtes des bâtisseurs de l'avenir aux côtés de tous les autres, bien entendu. Et puis il y a une deuxième chose qui m'a beaucoup touché et qui m'a fait énormément de plaisir, c'est lorsque, je crois que c'était au moment des vœux de l'année 2024, tu as employé le mot nuance. Et ça a résonné très fort en moi parce que, en fait, ça fait des années, c'est mon ADN, de ne pas considérer que d'un côté il y a le t'as raison, le côté il y a le t'as tort, le bien d'un côté, le mal de l'autre, le gentil d'un côté, le méchant de l'autre, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, le blanc et le noir. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et qu'est-ce que j'aime dire à quelqu'un qui n'a pas forcément le même point de vue? Vas-y, je t'écoute. J'ai besoin de comprendre, ça m'intéresse. Voire même changer d'avis, hein, pourquoi pas. Et donc, je trouve qu'écouter pour comprendre plutôt qu'écouter pour se justifier ou pour se défendre, c'est aussi ce que tu incarnes. Et 1000 merci à tous pour votre engagement et un merci particulier à toi, Christelle, pour m'avoir fait confiance. Voilà. Parmi les 47 députés et sénateurs des Pays de la Loire, le jury a décidé de décerner le prix de parlementaire de l'année à Béatrice Bellamy, et ce prix vous est présenté par Laetitia Blanchard de l'Informateur judiciaire. Bonsoir. Je me posais la question s'il fallait que je commence par nommer ou pas, mais je vois qu'il n'y a plus de surprise, donc merci. Non, c'est parfait. Je voulais faire un quiz, mais bon, non, c'est rare. Quel positivisme ce soir, ça fait du bien d'entendre les belles histoires, c'est inspirant. Nous, professionnels de la presse et des médias, on a tendance à entendre beaucoup d'histoires et dans un contexte, un climat difficile. Donc vraiment, merci le Trombinoscope, puisque c'est vraiment très agréable aussi de pouvoir participer à ces belles histoires et cet engagement. Je continue dans cette lignée, moi, pour effectivement mettre à l'honneur le prix de la parlementaire de l'année, qui est décerné à Béatrice Bellamy. Alors elle s'excuse puisqu'effectivement elle est prise aux cérémonies en Vendée pour la remise de la flamme olympique. Donc elle sera représentée par Éric Frémy, conseiller régional, que j'inviterai à me rejoindre après la présentation. Merci. Connue et reconnue pour son engagement et son investissement dans les différentes commissions d'enquête parlementaire, dans les affaires culturelles, d'éducation, dans les domaines du sport et de la santé. Béatrice Bellamy nous inspire, combattante.
Elle est née à Nantes, mais elle a grandi en Vendée, d'un père médecin généraliste. Elle s'investit très tôt dans la politique, puisqu'à 23 ans, elle est conseillère municipale. Et elle occupe aujourd'hui le poste de directrice régionale au sein d'un grand groupe pharmaceutique. Mariée, 2 enfants, c'est une femme attachée aux valeurs de l'humanisme qui la guide dans tous ses combats. Investie, engagée dans son territoire, Vendée. Elle est conseillère municipale de La Roche-sur-Yon depuis 2014, déléguée aux événements sportifs. Elle est depuis 2022 élue députée de la Vendée, 2e circonscription. Et voilà. Parmi ces actions, donc nous avons choisi effectivement d'élire Béatrice Bellamy pour ses différentes actions, notamment dans le sport. Elle a l'initiative de la Joséphine, une course 100% féminine et solidaire au profit de la Ligue contre le cancer, qui existe depuis 9 ans et qui permet de regrouper plusieurs milliers de femmes. Elle est bénévole au sein d'associations locales et elle siège au conseil d'administration de la Ligue nationale contre le cancer. Elle est élue, nommée présidente de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances du fonctionnement du sport français, qui a fait un peu de bruit dans les médias ces derniers temps. Ça a permis de mettre en place la plateforme Balance ton sport et d'informer et continuer à briser l'omerta sur ce domaine. La bataille n'est pas terminée puisqu'elle est aussi investie dans le milieu de la santé. Elle vient juste d'être élue vice-présidente de la commission d'enquête relative aux difficultés d'accès aux soins à l'hôpital public. D'autres sujets de prédilection l'animent, la souveraineté alimentaire, industrielle, énergétique et numérique. Un prix hautement mérité, un grand bravo à Béatrice Bellamy. Donc je vais demander à Eric Frémy de pouvoir me rejoindre pour lui remettre le prix. Merci. Alors Béatrice n'a pas de vidéo, c'est moi la vidéo. Hein, donc elle m'a chargé de vous dire un petit mot de remerciement. Attendez. Madame la Présidente, chère Christelle, Madame, Messieurs les maires, Madame, Messieurs les élus, je vous prie, Madame, Messieurs, je vous prie d'excuser Béatrice, qui est retenue en Vendée cet après-midi et ce soir, pour une raison qui lui est chère, ce qui structure une partie de son engagement, la cause du sport et la mobilisation autour du sport. La flamme olympique est, en effet, en Vendée aujourd'hui. Le sport a été la grande cause de son année 2023-2024, notamment avec la présidence d'une commission d'enquête sur les défaillances des fédérations sportives, avec entre autres le sujet des violences sexistes et sexuelles. Ce sont 6 mois de travail transpartisan qui ont extrêmement marquant entre la lourdeur des témoignages, la tension médiatique et les attentes fortes sur les mesures concrètes. Elle est très heureuse de la reconnaissance que vous lui apportez ce soir. C'est évidemment une fierté et un encouragement pour la suite de son mandat. Elle me demande de vous remercier très sincèrement. Merci pour elle. Lorraine Triard du Figaro va remettre le prix spécial du jury, le coup de cœur du jury. Anne Huck, vous êtes la seule lauréate non élue ce soir. Vous faites partie de ceux qui n'ont pas choisi les urnes pour agir. Votre chemin à vous, c'est l'associatif. Et votre combat, la solitude. En particulier la solitude des femmes. Non, vous ne leur prodiguez pas une aide d'urgence matérielle ou alimentaire. Pourtant, votre mission reste tout aussi noble. Comme vous aimez les citer, les chiffres de la Fondation de France sont affligeants. Une femme sur 4 en France se sent régulièrement abandonnée, exclue
inutile. Pour vous, la dynamique et sociable quadragénaire que vous êtes, il vous faut y remédier. Lors d'un déménagement plus jeune, vous aviez vous-même ressenti ce sentiment de solitude. Mais vous doutiez-vous que quelques années plus tard, vous seriez à la tête d'une association œuvrant pour cette cause? Vous, la mère de famille, vous, l'ancienne prof d'anglais, vous qui aviez déjà fondé une association pour les mamans se sentant seules, vous étiez à la recherche de plus de créativité. En 2019, votre bilan de compétences vous conduit à la création de Providentiel. Cette association dédiée aux femmes, vous l'avez imaginée avec votre acolyte Anne de Roquigny. Mon mari me dit que je suis beaucoup plus épanouie depuis que je viens là, témoigne l'une des bénéficiaires. Et elle n'est pas la seule. Avec Providentiel, ce sont des centaines de femmes accompagnées, de tous les âges et de tous les milieux. Dans les maisons chaleureuses que vous avez imaginées, vous prenez soin d'elles. Du lundi au vendredi, vous leur apprenez à rédiger un CV, à cuisiner ou encore à se faire bichonner. À travers ces activités, vous leur redonnez confiance en elles. Elles retrouvent ce lien social qui les fait revivre. La première maison, vous l'avez créée à Nantes, puis, fort de son succès, vous vous êtes déployé récemment à Angers et à La Roche-sur-Yon. Alors ce soir, j'ai l'honneur de vous remettre ce prix spécial du jury du Trombinoscope pour votre action dans notre belle région des Pays de la Loire, en souhaitant au département de Sarthe-et-Mayenne de pouvoir un jour accueillir à leur tour sur leur territoire une maison providentielle. Alors, je vais essayer de parler avec cœur et non avec peur. Vous êtes tous très habitués des prises de parole en public. Moi, la dernière fois que j'ai eu un prix, c'était en maternelle, c'était le prix d'enthousiasme bruyant. Je vais essayer d'être enthousiaste et pas trop bruyante. Je suis, comme Monsieur Catanzaro, très émue. Et moi aussi, alors j'ai pas cru qu'il y avait une pub, j'ai cru que c'était une erreur de tableau Excel, parce qu'effectivement, quand j'ai compris que c'était pour la politique, moi je fais pas de politique. Mais oui, je suis engagée sur le terrain parce que j'aime ma région, parce que j'aime mon prochain tout simplement, et parce que j'aime bien agir. Mais je pense que ce soir, ce prix, il va évidemment à toute l'équipe providentielle, mais il va aussi à tous les membres du secteur associatif de façon plus large. Les régions, les villes, les départements vivent parce que des gens bénévolement s'investissent. Vous-même, en tant que maire de vos communes, j'ai cru comprendre que ce n'était pas l'attrait de l'argent qui vous motivait. Vous vous doutez bien aussi que quand on s'occupe d'une association, d'autant plus quand on a des présidents, c'est évidemment pas pour l'argent. On a un autre driver derrière. Tout à l'heure, en parlant avant de rentrer dans l'hémicycle, quelqu'un m'a dit « Ah, mais vous êtes super utopiste en fait ». Bah oui. Un jour, effectivement, je me suis dit, lors de ce bilan de compétences, je me suis dit, en fait, j'aimerais créer un lieu où les gens se sentent aimés quoi qu'il arrive. Ils ont l'impression d'être nazes, c'est pas vrai. Ils ont l'impression de rien valoir, c'est pas vrai. Ils ont l'impression que personne les attend, c'est pas vrai. Et puis je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai pas 1 euro à y mettre, mais j'ai rien à perdre. Donc maintenant, je travaille avec des maires que je vais souvent voir, parce qu'évidemment, on travaille avec un peu de fonds publics, beaucoup d'entreprises. Tout à l'heure, on disait que l'entreprise ne travaillait pas avec l'associatif. Moi, je milite pour que les entreprises s'investissent dans l'associatif, puisque c'est grâce à des mécènes engagés qu'on développe les associations. Les femmes providentielles, elles vous diront jamais qu'elles vont mal. Vous ne le verrez pas. C'est caché au fond de leur cœur. Elles ont vécu des ruptures, des cassures. Elles sont parfois victimes de violences, parfois malades, parfois seules et par la personne à part à leur chien. Et dans les maisons, elles se reconstruisent parce qu'elles savent que quelqu'un les attend quelque part. Et si elles vont bien, elles se remettent à parler aux autres. Elles se retournent vers l'emploi. Elles voient moins leur psy. Elles coûtent moins cher à l'État parce que c'est ça aussi la réalité. Donc c'est des solutions qui sont simples. Les maisons providentielles, Laurel le disait très bien, c'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Il y a des parcours, des ateliers prévus par les femmes qui sont investies dans leur maison et aussi par une grande quantité de professionnels qui viennent bénévolement dans nos maisons. Depuis l'ouverture, on a fêté hier les 3 ans de la maison de Nantes. Et depuis l'ouverture, donc on a ouvert 3 maisons et on a accompagné, réinséré plus de 200 femmes. Donc je pense que cette
comme dirait mon petit garçon, pourquoi tu vas chercher un bout de papier ce soir? Eh bien, cette magnifique récompense, on va la partager avec elle, parce que c'est elle qui devrait être là aujourd'hui et vous dire merci. Nous terminons cette cérémonie par le prix de la personnalité politique de l'année des Pays de la Loire et je laisse le soin à David Pouillou du Journal des entreprises vous le révéler. C'est impressionnant. J'ai plutôt l'habitude en tant que journaliste d'être en tête à tête. Et là, je vois beaucoup de têtes et il n'y a que la mienne de ce côté-là. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que chacune et chacun mesure le poids qui pèse sur mes épaules à l'idée de remettre le prix de la personnalité de l'année. Au passage, je remercie mes consoeurs et mes confrères qui m'ont laissé la charge de le faire, non parce qu'ils avaient peur de le remettre, mais parce que ça reste impressionnant de le remettre à la personne qui va le recevoir. Certains et certaines avaient l'air très soulagés. Pour ma part, j'en suis honoré. Donc, et cette personnalité de l'année, c'est une femme. Elle a 49 ans. Elle aime le terrain. Elle parcourt des milliers de kilomètres. Elle s'intéresse beaucoup aux jeunes, à l'emploi, à l'apprentissage. Elle a dû serrer les mains à des milliers de chefs d'entreprise, je pense. C'est d'ailleurs souvent dans ce cadre-là qu'on se rencontre. Elle a été aussi chef d'entreprise dans l'immobilier. Elle a l'habitude de prendre la parole dans l'antre de la démocratie où nous sommes toutes et toutes ce soir. Je pense qu'au niveau du suspense, c'est mort. Madame Morancet, vous l'aurez compris, le prix de la personnalité vous revient. C'est évidemment un honneur pour moi de le faire. J'ai décidé, on m'a dit de faire un discours, mais je suis plutôt journaliste. Alors plutôt que de faire un long discours, avant que vous preniez la parole pour remercier évidemment le Trombinoscope et tous les élus qui sont ici, j'ai envie de vous poser trois questions évidemment, que nous aurons hâte d'entendre les réponses. La première est toute simple, on vient beaucoup de parler de politique, et moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de plonger dans le grand bain de la politique. La deuxième question, elle est très simple, est-ce que c'est bien d'être présidente de la région? Alors, c'est formulé de manière très simple, parce que c'est une question de ma fille, Anna, qui a 13 ans. Et voilà, donc si vous avez la gentillesse, et j'en suis sûr vous l'aurez, de lui répondre avec des mots simples. Et puis en fin de compte, ce sera ma dernière question. Ça fait quelques années que j'interroge des élus, et je me demande comment ils font pour garder leur personnalité. On vous remet le prix de la personnalité de l'année, mais comment garder dans le tourbillon de la politique sa propre personnalité, marquer sa différence, garder sa singularité, garder la fraîcheur que nous connaissons tous. Donc voilà, si vous avez la gentillesse de répondre à ces trois questions, je répète, l'engagement politique, motivation, est-ce que c'est bien d'être présidente de la région Pays de la Loire? Et puis, comment garder et cultiver sa personnalité dans un monde et dans un tourbillon politique parfois où c'est très, très dur. Merci beaucoup, Présidente. Est-ce que vous pouvez me rejoindre? Comment vous dire? Bien évidemment, je suis fière, heureuse, mais surtout très émue. Et je vais commencer bien évidemment par des remerciements au Trombinoscope, à l'ensemble du jury, mais à l'ensemble des élus présents ce soir. Cette récompense, je vous la décerne parce que vous êtes aussi mon moteur et c'est aussi un remerciement pour votre engagement au quotidien. Remerciements bien évidemment aux élus de ma majorité, parce que, je le dis très souvent, toute seule, on ne ferait rien, je ne ferais rien, je ne suis rien. Et j'ai la chance
d'être à la tête de cette belle région avec une majorité qui est soudée. On a connu des ciels bleus, on a connu aussi des ciels un peu plus gris, mais rien n'a bougé sur cette majorité. Et c'est pour moi une vraie fierté de vous avoir tous à mes côtés sur le mandat précédent, parce que d'arriver en cours de mandat, c'était pas simple. Vous m'avez fait tous confiance, mais j'y reviendrai dans un instant. Et puis cette nouvelle élection en 2021, et c'est voilà, une très très belle équipe, déterminée, motivée, et qui s'engage pour chacun de nos territoires. Donc mille merci à vous. Et puis bien évidemment, je pense que je n'aurais pas ce prix sans mon mari. Et donc, voilà, je lui décerne ce prix, ainsi qu'à mes enfants, mais particulièrement à mon mari. Parce que depuis le début, mon engagement en politique, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il est récent, ça fait 10 ans. Les premiers pas en politique, c'était en 2014, au moment des municipales sur Le Mans, où 6 semaines avant le premier tour, je reçois engagée dans le terme militante, mais pas engagée politiquement avec un mandat. Et 6 semaines avant le premier tour, je reçois un appel demandant d'être tête de liste pour la ville du Mans. J'avais jamais fait de politique. En gros, on me poussait dans la piscine, je ne savais pas nager et je n'avais pas de brassard. Et c'est mon mari qui m'a dit « Vas-y, banco, vas-y, fonce », avec un attachement très profond, bien évidemment, pour cette ville, parce que j'y suis née, je l'ai quittée, j'y suis revenue pour installer mon entreprise. Et pour moi, elle méritait mieux, et elle avait besoin aussi de rayonner. Ça a été une des plus belles campagnes que j'ai pu faire, après celle de 2021, bien évidemment, de juin 2021. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier en politique. Et mon mari, à ce moment-là, m'a poussée. Mais il m'a surtout poussée en 2017. Et je vais vous faire une confidence et vous raconter un petit peu. Quand Bruno Retailleau pris par le cumul des mandats, il devait choisir entre... je vais essayer de ne pas être trop longue, mais je pense que c'est important de vous raconter cette histoire. Et notamment le témoignage, et pour toutes les femmes, pour la suite. Donc Bruno Retailleau doit faire le choix entre le Sénat ou la présidence de la région. Je sors d'une législative qui avait été compliquée, perte de 47 voix, et puis à un moment, je me dis, bon, la politique... peut-être faire autre chose. Je pars sur une île que j'affectionne particulièrement dans la région, à l'île-Dieu. Et puis les équipes de Bruno m'appellent l'été pour me demander... Il y avait des prétendants pour prendre la suite de Bruno, bien évidemment. Des hommes. Et donc me disent, entre un tel et un tel, qu'est-ce que tu en penses ? Je dis, moi je pense que Bruno doit rester à la tête de cette belle région. S'il doit faire un choix, il doit rester à la tête de cette région. Et puis septembre arrive. Et donc Bruno... souhaite donc avoir un entretien avec moi, après avoir eu un entretien, Philippe sourit parce qu'il se rappelle très bien de cette histoire. Et donc Bruno souhaite avoir un entretien avec moi, et il me dit, écoute, voilà, j'ai fait le choix, je garde le Sénat plutôt que la région. Je dis, je le regrette, ta place était ici à la région, je pense, il y a des attentes très fortes. Et puis il me dit, j'ai fait le tour des conseillers régionaux et ton nom ressort pour prendre ma suite. Et là j'ai un blanc, et là je lui dis, moi ? Mais j'ai rien demandé. Et je lui dis très clairement, n'importe qui, et notamment les prétendants, ont sauté sur l'occasion. Et là, je lui ai dit, écoute, je lui ai pas dit oui. Je lui ai dit, laisse-moi le temps. J'ai besoin d'avoir le temps de réflexion. D'abord, mon engagement que j'avais sur la ville du Mans. Ma majorité régionale. Pour moi, ce qui était important, c'est que cette majorité reste soudée et que ça soit une décision majoritaire. Et ce qui a été le cas. Et puis, et surtout, ma vie familiale, parce qu'à l'époque, j'ai 2 garçons qui ont 15 et 17, mais imaginez, il y a maintenant 7 ans, 8 ans, je ne sais plus, 7-8 ans, octobre 2017. Ils étaient beaucoup plus jeunes et forcément, l'attachement d'être aussi mère de famille, et ce n'est pas évident de piloter les deux. Alors c'est vrai que vous allez me dire, pardon, d'être assez cash et direct, mais ça, un homme ne se pose jamais la question quand on lui fait une proposition. Il se dit, c'est pas grave, j'ai ma femme, elle va gérer les enfants, ils vont gérer tout. Et ben non, quand on est une femme, on se pose toutes ces questions, comment le quotidien de la famille, les enfants, etc. Et donc pendant 3 jours, je n'ai pas dormi. Le matin, je me levais, je dis j'y vais. Le soir, je me couchais, je dis non. La peur, voilà, très clairement. Est-ce que je suis à la hauteur ? Ça, c'est typiquement féminin. Et donc pendant 3 jours, ça a été l'enfer. Et mon mari, le dimanche, me dit, écoute Christelle, arrête, ne te pose pas de questions.
Ça sera difficile, tu rencontreras des difficultés, mais je serai là, je serai à tes côtés, vas-y, fonce. Et fais-le pour tes convictions, ce que tu portes, et puis aussi pour nos enfants. Et c'est vrai que sans lui, je pense que je n'aurais pas accepté. Ça a été vraiment un moteur. Et donc voilà, je voulais lui décerner ce prix parce que pour moi, ça a été un moteur tout au long de ma carrière politique. Vous dire aussi, en dehors des remerciements, j'ai un attachement profond pour cette région. Je pense que vous le savez, je l'ai là, dans les tripes, dans le cœur. J'ai un amour très profond pour cette région. Ça a été dit, je fais beaucoup de terrain. Et ça depuis le début, parce que c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait créer le lien. Trop souvent, j'entends la région des Pays de la Loire, elle est loin. C'était il y a quelques jours en Mayenne où on disait « Mais non, je dis, elle n'est pas loin, la région, vous voyez, je suis là devant vous. » Et pour moi, c'est important d'avoir cette proximité, c'est essentiel de renouer le dialogue et d'avoir cette proximité et puis de sentir aussi les choses. Et c'est ce qui m'inspire aussi pour porter les politiques régionales. Et quand je vous parle d'amour, c'est vraiment très très fort ce que je ressens pour cette région et quels que soient les cinq départements. Et c'est ce qui me donne aussi l'énergie et la détermination pour agir au quotidien. Donc un grand merci pour ce prix. Je n'oublie pas vos questions. Il faut me les rappeler. La première, c'est... C'était quoi la première? Non, la motivation, c'est... Oui, c'était la motivation, non? C'était pas tourné comme ça. Pourquoi la politique? Mais depuis non, pas toute petite, enfin, depuis l'âge de 18 ans, j'ai toujours été passionnée de débats politiques. Je m'intéressais, j'ai toujours voté. Et puis mon engagement en politique, il est récent. Enfin, quand je dis mon engagement, de prendre une carte dans un parti, c'était en 2002. À l'époque de l'UMP, où là, à cette époque, j'en rêve encore, il y avait toutes les diversités, toutes les sensibilités de la droite qui étaient représentées, je m'y retrouvais réellement. Et puis, par contre, le côté militantisme, ça a été vraiment Nicolas Sarkozy qui m'a donné cette envie, cette détermination, ce combat où il lâchait rien. Et ça, c'est vraiment mon engagement politique. Après, et c'est peut-être pour répondre à la troisième question, moi, je veux rester authentique. Et ça, je me battrai jusqu'au bout parce que je n'ai pas de plan de carrière. On m'a prêté des intentions au plus haut niveau de l'État. Ce n'est pas du tout. Aujourd'hui, je ne me suis pas construit un plan de carrière. J'ai fait autre chose avant et je ferai autre chose après. C'est un moment donné de ma vie que je donne et ce qui me donne aussi beaucoup de liberté. Et je veux rester authentique et sincère. En tout cas, c'est ce qui fait, me semble-t-il, aussi beaucoup de différence. Et dans notre engagement, on ne voit pas du tout les choses de la même manière. Et puis pour votre fille... Si la question était « Est-ce que c'est bien d'être présidente de région ?» Ben oui, tous les matins, moi, je me réveille. Je suis très fière d'être à la tête de cette région. Très, très fière parce qu'il y a vraiment le sens du collectif. Quelles que soient les sensibilités politiques, on travaille tous ensemble, avec l'ensemble aussi des acteurs économiques. Et puis, on a aussi cette richesse en dehors du collectif, et ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Vraiment. Il y a beaucoup de tensions quand il s'agit de porter des projets communs, l'intérêt général. Il y a un moment, il y a le temps des campagnes, puis il y a un moment, il y a le temps de l'intérêt général. Et quand on est capable d'être ensemble, quelles que soient nos sensibilités politiques, c'est ce qu'on fait, monsieur le maire, à Laval ensemble, c'est ce qu'on fait aussi avec Stéphane Le Foll au Mans, enfin avec l'ensemble des sensibilités qui ne sont pas les miennes. L'objectif, c'est vraiment l'intérêt général. Et puis la grande force, la très grande force de cette région, c'est cet équilibre entre les grandes solidarités, une région de bénévoles, ça a été dit tout à l'heure. Je crois qu'on est la première région en nombre de bénévolats qui font vivre au quotidien vos territoires, et puis aussi ce dynamisme économique. Et je trouve que c'est un bel équilibre, en tout cas qu'on doit continuer à porter et à accompagner avec voilà, des mots, pour moi, qui sont essentiels. Et le politique doit le porter. En tout cas, la présidente de région que je suis les porte. Tu l'as dit, Jean-Luc, tout à l'heure, la nuance. Je pense que c'est essentiel de parler de nuance. Dans un monde où la critique, les tensions sont permanentes. En tout cas, c'est un mot que je porte tous les jours. La douceur, parce que je pense que nos concitoyens aussi en ont besoin. Et puis ne pas avoir peur aussi d'utiliser l'amour en politique, parce que c'est essentiel. Et je pense que quand on a un engagement en politique, c'est avant tout par amour de nos territoires, par amour pour les hommes et les femmes qui la font vivre. Donc oui, c'est bien d'être présidente de région. En tout cas, moi, je m'épanouis dans ce que je fais, mais je m'épanouis pour chacun des territoires, pour chacun d'entre vous. C'est pas toujours facile. Je dis pas que c'est toujours simple. Quelquefois, les lundis, généralement, je suis là le lundi et le mardi.
je suis confrontée aussi à des freins, à des murs, notamment face à l'administration, mon administration. Mais je lâche rien, et puis j'ai décidé, et ça sera ma conclusion, je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça tout à l'heure, de porter je vais faire des t-shirts où c'est marqué dessus « Tout est possible ». Il y a quelqu'un qui a dit « Tout est possible ». Ah, c'est le maire. C'est vous, monsieur le maire. Eh bien, j'ai la même doctrine que vous. Tout est possible. En tout cas, c'est ce que je pousse au sein de l'administration parce que ce n'est pas toujours simple. Et Jean-Luc l'a dit tout à l'heure. Non, je tiens à garder la bonne gestion de cette région quand même. Je tiens à gérer cette région correctement. Les finances publiques sont quand même importantes dans notre pays. Mais je tiens aussi à changer cette image d'être une collectivité de proximité et de sortir du mode guichet pour être en mode projet. Et je pense que j'ai toute une équipe à mes côtés qui m'accompagne dans ce sens. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vois quelques conseillers régionaux de ma majorité. Si vous pouvez venir à mes côtés pour prendre une petite photo parce que c'est notre prix. Cette cérémonie de remise des prix du trombinoscope des territoires qui a mis à l'honneur 11 personnalités de la région se termine et je vous remercie de votre attention. Nous poursuivons notre tour de France en Auvergne-Rhône-Alpes juste après l'été. J'invite tous les lauréats à venir avec leur diplôme devant pour la traditionnelle photo et nous nous retrouvons ensuite pour un petit cocktail très sympathique. Merci.